Bonjour à tous, bienvenue à cet Ergon Café partie 3. Donc, comme vous l'avez compris, c'est la suite de l'Ergon Café 1 et 2 en mode collaboratif puisque nous vous avons demandé de poser des questions. Et là, l'objectif, c'est d'y répondre et puis d'approfondir des points qui n'ont pas forcément été traités dans le détail dans l'Ergon Café 1 et 2. Donc, nous avons avec nous nos deux expertes, Sandrine Moreau et puis Edith Renaud, toujours en collaboration avec Jean-Jacques Binen et Charles Facon. Je vous laisse la parole et bon Ergon Café. Merci Elodie. Donc, comme ça a été à l'instant présenté, suite aux deux Ergon Café, certaines questions ont été posées et suite à la diffusion des replays également, vous avez pu poser vos questions. Je commence par la première question qui sera la question introductive de cet Ergon Café. L'un d'entre vous, au premier Ergon Café, avait demandé des chiffres sans tabou. Quel est le pourcentage des sessions en interne ou au réseau en France, en Europe, l'avenir? Voilà, la question elle a été reportée telle que brute. Alors, on a une réponse qui nous est donnée en fait par le travail de la thèse de Lucille Fraissinet, qui travaille chez Philom en 2019 et que ma collègue dans le groupe Cristal Mathilde-Bouillet a mis à jour. C'est en fait aujourd'hui, notamment dans un paysage international, avec notamment des pays, les États-Unis, le Royaume-Uni, qui ont consolidé leur marché et sur lesquels il y a eu des reventes depuis plusieurs dizaines d'années, on peut voir que, eh bien, aux États-Unis, par exemple, c'est Mars qui est le plus gros acteur, qu'il y a d'autres acteurs qui se sont développés et qu'aujourd'hui, les indépendants et les petits groupes d'indépendants représentent un petit peu moins de 2/3 du marché après plusieurs années de consolidation. Au Royaume-Uni, c'est aujourd'hui donc Evidensia qui est la plus grosse chaîne. Il y a CVS, VetPartners, Vet4Pets, VetVets, Lineaus. Et les indépendants, les petits groupes d'indépendants représentent aujourd'hui 52% des groupes, des indépendants, pardon. Et l'Europe du Nord, qui a commencé aussi avant nous ce mouvement, voit moins d'un vétérinaire sur deux en Europe du Nord. Ce qu'on observe donc à l'échelle internationale, c'est qu'il y a un équilibre qui se pose entre les chaînes et les intégrés, et puis les indépendants et les groupes d'indépendants. Et ce que l'on peut aussi illustrer, c'est que finalement, on qualifie ce processus de revente de la clinique d'irréversible, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de retour en arrière, mais pas irrésistible, hein, et donc les indépendants ont encore plein de choses à faire, parce qu'en fait, ce sont deux cohortes qui s'alimentent, dans la mesure où il y a des vétérinaires qui vont travailler à un moment de leur carrière dans des chaînes de cliniques intégrées qui vont décider, et on l'a vu lors d'une visite Ergon aux Pays-Bas, qui vont décider d'aller s'installer et travailler pour leur capital de manière indépendante. Et inversement, il y a des vétérinaires indépendants ou de groupes d'indépendants qui passent à la faveur d'une revente sous une bannière de chaîne de clinique ou de l'intégration. Donc en fait, la réponse qu'on peut faire à cette question, c'est de dire qu'un équilibre se crée dans les marchés qui ont commencé avant nous entre les groupes, les indépendants, les groupes d'indépendants et les chaînes de cliniques, les intégrés, avec à peu près moitié-moitié du marché. Voilà la première réponse qu'on peut apporter et je te laisse la parole, Jean-Jacques. Merci Charles de ces éclaircissements sur le paysage vétérinaire dans le monde. La question sera, pour choisir, est-ce qu'on peut choisir ou en tout cas aller d'un côté ou de l'autre? Et déjà, ce qui peut être intéressant, c'est de savoir comment pourrait évoluer l'activité et la rentabilité de ma structure à l'horizon de 5-10 ans pour pouvoir se dire si je rentre dans un réseau, c'est plus intéressant ou pas. Donc déjà, la première question, c'est comment pourrait évoluer l'activité, la rentabilité de ma clinique dans un horizon de 10 ans, si on peut aller jusque-là, minimum à 5 ans. Alors, effectivement, c'est une très bonne question. Souvent, on se projette à 5 ans parce que c'est la durée usuelle des business plans, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de se dire
Bon, et après, et quand on est dans peut-être une deuxième phase de croissance, qu'est-ce qui se passe? Donc, effectivement, sur 10 ans, j'ai scindé en fait un business plan en 2 phases. La première, rappelez-vous, lors de l'Ergon Café 2, nous avions posé les bases d'un business plan 2021-2025 qui reposait sur un certain nombre de projets. Donc, c'était une clinique composée de 3 associés, 2 vétérinaires salariés et 7 ASB. Et puis, cette clinique donc, avait, je dirais, 2 enjeux. Le premier, c'était le départ à la retraite d'un associé. Et puis, dans le cadre de sa stratégie, de son plan de développement, l'acquisition d'un scanner. Et on avait posé, du coup, des hypothèses d'évolution, évidemment, de chiffre d'affaires à la fois liées à une croissance organique, mais aussi liées à l'investissement. Et puis, on avait également posé des embauches nécessaires, bien sûr, pour faire face à cette croissance de chiffre d'affaires et liée notamment au scanner. Autre hypothèse, donc le slide suivant, c'est là où effectivement 2025-2030, là on se dit bon on n'est plus dans une phase d'investissement, on est plutôt dans une phase de croissance organique, j'ai envie de dire plutôt aussi de vitesse de croisière. Bien sûr, toujours avec des embauches, puisque c'est lié évidemment pour faire plus d'activités, il faut évidemment que j'embauche quand même évidemment des vétérinaires et des ASV. Mais globalement, sur cette période, voilà, c'est à la fois du retour sur investissement et puis de la vitesse de croisière. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, justement, je vous ai posé… alors, préalablement, on va aller un petit peu sur le tableau, le slide d'après. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous voyez, ce n'est pas des chiffres sortis de nulle part. Hein. J'ai repris le business plan que je vous avais posé en 2020. Ça, c'était la photo à l'instant T. 2025, vous voyez, on était sur une croissance de chiffre d'affaires. Donc, on voit qu'on a une évolution, un chiffre d'affaires qui évolue à plus 1,6, enfin multiplié par 1,6, pardon. Et puis 2030. Hein, donc, j'ai pris vraiment les 3 années qui montrent bien l'évolution. Et donc, vous voyez que mécaniquement, en fait, j'ai finalement une évolution de chiffre d'affaires qui est presque, je dirais, égale, hein, parce que entre 2020 et 2025, c'est x1,6, et entre 2025 et 2030, c'est x1,5. Par contre, si vous regardez la ligne du bas, alors là, c'est assez probant, c'est-à-dire que j'ai un résultat net, et même au niveau de l'EBE, évidemment, ça se voit aussi, j'ai un résultat net qui est multiplié par 3,4 en l'espace des 5 premières années, à 2025, et seulement de 1,6 à 2030. Alors, pourquoi effectivement ce constat? Donc là, on peut revenir sur la slide d'avant, excusez-moi. Pourquoi ce constat, effectivement? Donc, autant quand on est effectivement dans une période une première phase d'investissement où on a évidemment un double levier, à la fois une croissance organique et une croissance liée à l'investissement, et on a aussi mécaniquement une création de valeur qui fait que votre résultat, effectivement, est également en forte augmentation. Ce qui n'est pas le cas en fait quand on est dans plutôt une phase de vitesse de croisière, où là, vous voyez, le multiple de croissance de chiffre d'affaires est en cohérence avec le multiple de rentabilité. Alors, c'est vrai que c'est intéressant, du coup, vous voyez qu'en 10 ans, il peut se passer pas mal de choses. Dans une première phase où, alors j'aurais pu mettre d'abord, je dirais, un développement bon père de famille, entre guillemets, et puis une deuxième phase de développement, mais là, je l'ai fait en premier. En tout cas, c'est bien la démonstration que la réalisation d'investissement vous permet évidemment de non seulement développer votre activité, mais aussi d'améliorer la rentabilité. Et que la création de valeur, elle se fait surtout dans la première phase. Alors, on pourrait développer, hein, là, ce matin, enfin, ce midi, c'est pas forcément le lieu, mais voilà, je voulais vous dire que, contrairement aux idées reçues, évidemment, et quand on hésite parfois à réaliser un investissement, où on se dit il va y avoir un coût supplémentaire et finalement, quel va être le retour sur investissement, on voit que la création de valeur, elle est là. Hein, donc, les chiffres, encore une fois, ne sortent pas de nulle part.
mais j'ai fait vraiment l'extension du BP qu'on avait vu ensemble à l'Ergon Café 2 et j'ai fait l'extension sur les 10 années d'après. La différence majeure, évidemment, vous l'aurez compris, c'est dans les embauches aussi que je dois faire par palier de chiffre d'affaires. Ok, super Sandrine, hein, de planifier le bonheur aux audacieux et aux investisseurs. On a eu une autre question aussi qu'on reporte telle quelle, c'est comment réaliser une levée de fonds. Alors je suppose, il y a la personne qui est notre consoeur qui a posé cette question écoute aujourd'hui. C'est vrai que la levée de fonds, on en entend parler partout, avec l'avènement des startups, les licornes françaises, etc. Et finalement, c'est une excellente question parce qu'on ne sait pas, on fait des prêts bancaires, les levées de fonds, qu'est-ce que c'est? Donc la question vous est posée, vous êtes une spécialiste, Sandrine, comment réaliser une levée de fonds et puis quel sens ça a surtout? Oui, alors effectivement, hein, ça peut être une étape pour vous en tant qu'indépendant de vous dire, bah voilà, j'ai pas forcément envie de rejoindre un groupe, mais par contre, j'ai envie d'être maître quand même de ma stratégie de développement, de pouvoir me donner les moyens de financer mon développement, mais tout en restant effectivement indépendant. Parce que la levée de fonds, on va y revenir. La levée de fonds, je vous ai mis la définition, c'est bien effectivement ouvrir son capital, le capital de votre société, à des investisseurs. Mais contrairement, effectivement, dans le cas où évidemment, le principe où vous faites racheter par un groupe, un investisseur, en fait, est toujours là de façon minoritaire. Donc, vous garderez la majorité des droits juridiques, je dirais, hein, ça c'est un préalable, mais également des droits financiers. Ça, c'est important. Hein. Quand on est dans le cadre d'une levée de fonds, il y a bien cette notion d'ouvrir son capital, ça c'est clair, à des investisseurs, ce qu'on appelle des fonds d'investissement, généralement. Hein, je vais prendre la terminologie globale. Et donc, évidemment, on va intégrer ces nouveaux actionnaires minoritaires en échange d'un financement, alors bien sûr d'une valorisation des titres pour lesquels ils vont entrer, mais aussi en échange d'un financement de votre projet de développement. Alors, en préambule, je voulais évidemment vous rappeler que tant que vous pouvez financer votre développement par prêt bancaire, il faut évidemment le faire. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est une démarche finalement toute somme assez simple. Vous entretenez des bonnes relations avec votre banque, vous allez le voir régulièrement, vous avez un investissement, vous lui transmettez évidemment le devis, la facture, vous lui expliquez pourquoi vous voulez faire cet investissement, vous lui présentez évidemment quand même aussi votre prévisionnel, mais voilà, ça reste, je dirais, assez facile pour des investissements de renouvellement. Par contre, ce qui est important, c'est se poser la question quand et pourquoi la question de la levée de fonds. La question de la levée de fonds peut venir à un moment donné quand vous allez être face à un plan de développement qui vous conduit à des investissements significatifs ou à une succession de projets significatifs dans un laps de temps très rapproché, très condensé, qui va faire que ça peut présenter à un moment donné un risque et ça peut vous freiner dans votre développement parce que vous allez être limité par votre endettement, par l'endettement de votre société. Ça, on en avait parlé dans les précédents Ergon. Rappelez-vous, je vous avais dit que ce qui était important aussi, c'était de voir si on pouvait réaliser des investissements en rapport avec sa capacité, évidemment, de remboursement de ces investissements. Ça, c'est toujours un préalable. Et puis surtout, en respect du ratio de ce qu'on appelle structure financière dette sur fonds propres, qu'il faut évidemment regarder aussi pour ne pas fragiliser votre structure. Un risque aussi d'être freiné pour la banque. La banque qui vous accompagne depuis des années et qui est souvent votre seule banque partenaire, il est rare, dans certains cas, il y a 2 banques partenaires, mais souvent on n'en a qu'une. Cet établissement financier peut être à un moment donné limité aussi par ses engagements et parce que vous aurez une succession de projets dans un laps de temps assez court, parfois dans une même année, hein, on peut être confronté à une sortie d'un associé, à un développement
une croissance externe, à une extension immobilière. Enfin, voilà, tout ça, c'est au risque du fait que la banque vous dise, bah, écoutez, moi, stop, j'ai finalement un peu trop d'engagement et je dois, du coup, entre guillemets, faire une pause. Pourquoi aussi? Ça vous permet, donc, comme c'est par rapport aux conséquences, hein, c'est pourquoi lever des fonds? Ça vous permet d'augmenter votre capacité d'endettement, comme je vous l'ai dit, de renforcer votre structure financière et d'avoir cet effet de levier. C'est-à-dire que la levée de fonds ne vient pas forcément remplacer votre financement bancaire auprès de la banque, c'est un effet de levier. C'est-à-dire que pour 1 euro de fonds levés, vous aurez un accès aussi à 1 euro de dette bancaire. Donc, vous voyez qu'il y a un effet levier important. Et puis, c'est tout simplement, évidemment, quand on veut rester indépendant, bénéficier de nouvelles ressources. Alors, c'est une démarche évidemment différente, ça j'insiste bien, qui est plus complexe évidemment que d'aller chercher un financement bancaire. C'est pour ça qu'il faut, dès le départ, se faire accompagner, surtout ne pas se tourner tout seul vers un fonds d'investissement, car le fonds d'investissement va d'abord évidemment chercher à défendre ses intérêts, j'ai envie de dire, avant les vôtres. Voilà, ça il faut se le dire. Et il va orienter quelque part ses conseils en fonction évidemment de ses intérêts. Donc, c'est se faire accompagner pour valider et évaluer la nécessité de recourir à une levée de fonds, évidemment, parce que rien n'est systématique. C'est une démarche plus complexe. Pourquoi? Parce que, ben, évidemment, on va le voir tout à l'heure, mais il y a la réalisation à minimum d'un business plan à 5 ans qui va vous permettre de définir précisément le montant de la levée de fonds qui est nécessaire. Et puis, c'est un processus particulier qui, évidemment, nécessite à la fois un accompagnement financier, parce qu'il y aura des sujets de réalisation de BP, de valorisation, mais surtout juridique, parce que comme va vous le présenter Edith, et vous en parlera Edith tout à l'heure, évidemment, tout s'écrit dans toute la documentation juridique. Alors, les étapes de la levée de fonds, généralement, il faut savoir, c'est à minima quand même un processus qui se déroule sur 6 mois, avec, je dirais, 3 grandes phases. La première, c'est une phase de ce qu'on appelle de stratégie de levée de fonds, c'est-à-dire qu'on identifie, grâce à l'analyse de la société, quel est réellement le besoin de financement. Ensuite, on va quelque part marketer l'opération, c'est-à-dire qu'on va formaliser un certain nombre de documentations. Et le document principal, c'est ce qu'on appelle le mémorandum d'information. Et puis, dans cette première phase, au vu de votre besoin de financement, on va commencer à identifier des investisseurs potentiels et une typologie d'investisseurs, à la fois en fonction de votre activité et de votre profession, et puis bien sûr de vos projets de développement. La deuxième phase, c'est une phase de ce qu'on appelle de mise en marché. Là, on contacte avec l'intermédiaire de la banque d'affaires les investisseurs potentiels. On leur donne toute la documentation, enfin le mémorandum, pardon, qui va permettre ensuite de remettre des offres en vue de la signature de la lettre d'intention et ensuite la sélection d'un investisseur final. La troisième phase, c'est la négociation, évidemment, et le closing au vu des audits qui sont réalisés par l'investisseur. Et là, bien sûr, on rentre dans une phase entre les audits et le closing, dans une phase de négociation juridique, financière et opérationnelle avec l'investisseur en question. Alors, je reviens sur cette comparaison parce que c'est vrai qu'on l'a fait souvent. Oui, mais finalement, est-ce que c'est mieux, moins bien qu'un financement bancaire? Mais je dirais que ça n'a rien à voir. Voilà, tout simplement, ça n'a rien à voir. C'est évidemment pas le même coût. Faut pas oublier qu'une banque, c'est un établissement prêteur. Un partenaire financier, c'est comme vous, à vos côtés, un investisseur. Donc, la notion de risque, évidemment, est très liée. Et le rapport coût-risque est extrêmement lié. Un banquier qui vous prête de l'argent, finalement, je dirais que son risque est très limité, puisqu'il va vous prêter de l'argent. En face, il a un actif. Il le fait, par exemple, en crédit bail, donc il est même propriétaire de l'actif. Donc, le risque est limité. Donc, évidemment, il va pouvoir vous faire un taux très intéressant, surtout en ce moment, puisqu'il achète l'argent sur les marchés à des taux très bas, voire négatifs. Évidemment, un partenaire financier, ce qu'on appelle un investisseur, il va vouloir aussi rémunérer son risque, évidemment, et vous vous rappelez de la notion de TRI qu'on avait évoquée, et donc la rémunération du risque, évidemment, est à la hauteur de la rémunération attendue.
C'est pas non plus la même philosophie, évidemment. Comme vous l'aurez compris, on est, je dirais, quand on se tourne vers un banquier, on est dans un instant T très court où on va chercher une banque ou votre banque partenaire pour un investissement ponctuel. Un investisseur, évidemment, on se projette avec lui. Il écrit avec vous et il vous challengera, bien sûr, continuellement sur votre stratégie. Donc, on voit bien, ce n'est pas la même philosophie. Et en conclusion, je voulais vous comparer un petit peu quelque chose de très simple. Moi, je dis toujours, c'est comme si vous compariez finalement une 2 chevaux et une voiture de course. Évidemment, ça n'a pas la même puissance, vous ne faites pas la même chose avec, vous ne conduisez pas de la même manière, c'est pas le même coût, c'est sûr que le plein d'essence sera pas le même dans une 2 chevaux que dans une Ferrari, mais c'est pas le même risque non plus sur le bord de la route. Donc vous voyez, c'est comparer quelque chose, j'ai envie de dire, de pas forcément comparable. Je dirais les deux sont utiles et les deux peuvent se regarder à des moments complètement différents. Merci Sandrine. Voilà de belles opportunités à chercher pour les cliniques vétérinaires qui veulent évoluer et se développer. Une des questions que l'on a eues régulièrement, c'était comment gérer l'immobilier. Est-ce qu'il faut le séparer? Est-ce qu'il faut ne pas le séparer de la société d'exercice? Est-ce qu'il faut faire une SCI? Est-ce qu'il faut mettre tous les associés? Voilà des questions assez précises peut-être pour Maître Renaud. Oui, en effet. Alors, en général, la société d'exercice comprend des associés qui sont également propriétaires de l'immobilier. Bon, il peut arriver que la clinique soit locataire auprès d'un bailleur qui est complètement un tiers, mais généralement, ce sont les associés vétérinaires qui détiennent l'immobilier. Et la question se pose, en effet, de savoir de quelle manière on va organiser d'un point de vue juridique cette propriété de l'immobilier à côté de la propriété du patrimoine professionnel d'exercice. Et donc, plusieurs grands schémas existent, mais c'est vrai que ce miroir entre les associés exerçants et la propriété de l'immobilier a la vertu de la sécurité, puisque si l'immobilier est détenu par les exerçants, on va se retrouver sur un alignement des intérêts du propriétaire et du locataire qui va se décliner. On peut en effet en attendre une stabilité dans la location dans le temps, avec effectivement pas de risque de départ intempestif ou de non-renouvellement d'un bail professionnel par un propriétaire qui serait complètement tiers aux associés de la clinique. On en attendra aussi également une sécurité sur la fixation du loyer, puisque on aura les mêmes intérêts dans la société immobilière et dans la société d'exercice si les deux sont séparés juridiquement. Et puis, il y aura également pas de discussion sur la répartition entre le propriétaire et le locataire, sur les charges de remplacement, d'entretien et de travaux. Le deuxième point aussi qui milite dans l'idée d'avoir une convergence d'associés, c'est que ça paraît légitime que le travail des vétérinaires exerçants dans la société d'exercice qui sert à payer le loyer leur permette de se constituer un patrimoine immobilier. Oui, je suis prête. Alors, donc, on peut se demander comment on peut envisager un schéma d'organisation juridique de l'immobilier à côté de l'exploitation. Donc, on peut se poser la question, ça ne se rencontre pas trop souvent, mais de loger l'immobilier dans la société d'exercice. Certains pourront y trouver évidemment de la simplicité, puisque lors des entrées et sorties d'associés, tout est dans le même paquet, donc on n'a pas à se préoccuper d'un lien à organiser et
et à exercer finalement lorsqu'on a une entrée et puis quelqu'un qui part à la retraite, par exemple. Bon, l'inconvénient, c'est que ça va enchérir le prix des parts de la société d'exercice, plus on avance dans le remboursement de l'emprunt de l'immobilier qui va, lui, peser dans la valeur globale des parts de la société d'exercice. Évidemment, ça va priver ou réduire en tout cas les choix d'évolution parallèle entre l'exercice et l'immobilier. Et si on souhaite, par exemple, faire entrer une société d'exercice partenaire avec qui on travaille, mais qui n'est pas dans le quotidien comme les associés vétérinaires, on va peut-être pas vouloir lui partager l'immobilier si on est d'accord pour lui partager le capital de la société d'exercice. Et puis, une fois qu'on a tout mis dans le même paquet, sortir l'immobilier, c'est coûteux fiscalement et également en frais de notaire. Voilà. Alors, certains se sont dit, on peut peut-être, et c'est un montage quand même assez classique, loger l'immobilier dans une SCI et l'exploitation dans une société d'exercice. Donc, certains d'ailleurs ont soit des sociétés civiles qui sont à l'impôt sur le revenu ou à l'IS. Il est bien certain que si tout est dans le même paquet, la société d'exercice étant à l'IS, l'immobilier sera traité à l'IS. Là, c'est vrai que ça peut permettre effectivement d'assujettir à des régimes fiscaux différents. Ceci dit, c'est vrai qu'il faut absolument prévoir, et ce qui est malheureusement pas toujours formalisé à l'avance, que lorsqu'on quitte la société d'exercice, est-ce qu'il faut en effet sortir de la société civile immobilière? Tout le monde ne répond pas de la même façon et parfois des associés qui sont partis à la retraite demeurent propriétaires de parts dans la SCI, ce qui peut poser question pour certains associés qui sont dans la société d'exercice ou certains jeunes entrants qui n'ont pas forcément accès au capital immobilier. Et puis, on peut se dire que ça rend aussi peut-être un peu difficile parfois le financement de l'immobilier pour les jeunes, puisque suivant la période où on en est dans le remboursement de l'emprunt immobilier, les parts de la SCI auront une certaine valeur, mais pas forcément finançables aisément, dans la mesure où la SCI n'aura pas forcément de trésorerie à distribuer à ses associés, laquelle faciliterait le financement des parts de la SCI. Alors, on a envisagé une autre organisation qui permet un petit peu d'avoir les avantages des deux schémas précédents, qui permet de séparer juridiquement les patrimoines d'exercice et immobilier, tout en rendant, dans la mesure où les associés rentrent dans la société holding de tête, automatique finalement le lien exercice immobilier. Ça facilite également les entrées et les sorties, puisque le financement se traite dans l'entrée dans la société de participation financière. Et si on a une société d'exercice qui remonte du résultat à la société holding, eh bien, on va pouvoir faciliter le financement du poids de l'immobilier, lequel financement va être aidé par les dividendes qui remontent par la société d'exercice. Voilà, on va utiliser une partie des résultats pour faciliter le financement de l'immobilière qui, elle, ne dégage pas suffisamment de cash. Alors, qu'est-ce qui peut se passer lorsque un groupe prend une participation dans une société d'exercice? Bon, généralement, il n'est pas intéressé par l'immobilier. Par contre, il va souhaiter de la stabilité, de la sécurité et pas de dissension dans
bien sûr le loyer, la durée du bail, et donc là, et également il va s'intéresser à l'état de l'immobilier. Il va demander si l'immobilier est en conformité avec les règlements sur l'électricité, l'accessibilité handicapée, tout ce qui est sécurité, environnement, amiante, par exemple. Il va regarder, parce que ça, c'est en relation avec la valeur locative, est-ce qu'on est dans un prix de marché ou est-ce que le prix du loyer a tout simplement été fixé en relation avec l'emprunt? Si effectivement l'emprunt est d'une durée relativement courte, on peut s'attendre à ce que le prix du loyer qui aura été fixé sur l'échéance soit décorrélé et trop important par rapport au prix de marché. Et puis, il va regarder la répartition entre les charges d'entretien, les travaux et les remplacements qu'on va assigner entre le bailleur et le preneur. Donc, si la structure immobilière est encore endettée ou si effectivement les associés veulent se réserver toujours une continuité dans les revenus de leur immobilier, il va falloir faire attention à la nature du bail. J'ai dit tout à l'heure que si on est dans un bail professionnel, on sait très bien que le locataire peut partir à tout moment pendant le bail, moyennant un préavis de 6 mois. Lorsqu'on est dans un bail commercial, on aura au minimum une possibilité de départ du locataire tous les 3 ans, moyennant un préavis de 6 mois, mais il est tout à fait possible de négocier un bail d'une durée ferme, c'est-à-dire sans possibilité de départ, au 3, 6, 9, et d'une durée qui pourrait être supérieure à 9 ans si vous considérez que votre emprunt dure au-delà des 9 ans et qu'il faut absolument avoir cette sécurité que votre locataire restera pour payer le loyer qui vous permet de financer votre emprunt. Donc, attention à ces durées et cette possibilité de résiliation du locataire. Très bien, maître. Une autre question qui a été posée, c'est les montages juridiques lorsque on a choisi de valoriser sa clinique et de la revendre. Quels sont les montages juridiques de reprise par les groupes, pour quel fonctionnement et pour quels intérêts? Alors, on a aujourd'hui un certain nombre d'opérations qui sont proposées sur la base d'une prise de participation par un groupe qui va être de 49% de la société d'exercice, puisque, comme vous le savez, la réglementation des sociétés d'exercice vétérinaire oblige à ce que les associés exerçants aient au minimum plus de 50% des droits de vote de la société d'exercice. Donc, on va classiquement avoir ces propositions de schéma capitalistique. Également, pour avoir plus de souplesse et pouvoir surtout aménager l'organisation du fonctionnement de la société, les groupes demandent la plupart du temps une transformation de la société d'exercice en société par action simplifiée, ce qui va, donc ça sera la même société qui va continuer d'exister avec son même numéro de RCS, mais elle va adopter une forme juridique différente qui fonctionne selon des règles différentes. Donc, on va adopter des nouveaux statuts où seront déterminées des règles de majorité, surtout également une organisation de la gouvernance. Et puis, à côté de ces statuts, on aura un pacte d'associés et une convention d'exercice libéral à minima. Donc, on va également avoir une demande de conversion des actions ordinaires en 2 catégories, la plupart du temps d'actions,
qui auront des droits politiques et des droits financiers différents, c'est-à-dire que le groupe souvent va demander à avoir des droits financiers qui seront supérieurs aux 49% de capital acquis et qui lui donnent des droits de vote correspondants. La prise de participation du groupe va se traduire par un achat des titres donc sur la base d'une proposition qui sera faite et qui donnera lieu au paiement d'un prix initial et auquel seront ajoutés également assez souvent des compléments de prix qui seront versés sur une période post-session, laquelle période pourra être entre 24 et parfois 7 ans, avec des assiettes de calcul des compléments de prix qui seront soit sur des niveaux de croissance de chiffre d'affaires. On voit parfois des propositions avec 1 euro de complément de prix pour 1 euro de croissance de chiffre d'affaires, combinés ou pas avec des niveaux de BE et des ratios de BE par rapport à un chiffre d'affaires. Voilà. On va avoir une organisation de la gouvernance avec un organe collégial qui pourrait être un conseil d'administration ou plutôt parfois un comité consultatif, lequel sera composé bien sûr de membres du groupe, souvent majoritairement. Par exemple, sur un organe de 3 personnes, le groupe aura 2 représentants, les vétérinaires exerçant 1 représentant, et cet organe collégial sera amené à autoriser un certain nombre d'opérations d'investissement, d'engagement de dépenses, de recrutement et de décisions stratégiques. À côté de ces documents, un document très important, c'est le contrat d'exercice libéral, puisque si effectivement les 49% sont cédés, ce qui va être proposé, c'est de conclure un contrat avec les associés exerçants. Donc, la société d'exercice va conclure ce contrat. Les associés exerçants vont conserver un statut social travailleur non salarié comme ils ont déjà la plupart du temps. Par contre, fiscalement, ils vont devoir déposer une liasse fiscale comme un collaborateur libéral. Et puis, ce contrat déterminera les conditions et le préavis de la résiliation de ce contrat, également la rémunération du professionnel, son évolution dans le temps, le nombre de jours travaillés, le nombre de congés, le statut, la prise en charge des cotisations sociales par le professionnel exerçant, et il faudra veiller aussi à voir aussi si ce qui était jusque-là payé par la société d'exercice, par exemple les cotisations RCP, les cotisations ordinales, la formation, sera prise en charge par le professionnel ou par la société comme auparavant. Donc, il faudra quand même vraiment veiller aussi aux conditions de résiliation du contrat d'exercice, parce que ça peut être une source de crainte pour le professionnel que le contrat puisse être résilié rapidement ou facilement. On voit parfois des causes de résiliation à l'initiative de la société qui sont l'inexécution des obligations professionnelles du vétérinaire. Donc, vous voyez que une cause qui est définie de cette manière-là est soumise à subjectivité, donc à discussion et à risque pour le professionnel. Bon, je ne l'ai pas écrit, mais vous pouvez vous attendre aussi à avoir une clause de non-concurrence qui courra au moment où on part. Voilà. Alors, quels intérêts y a-t-il à ouvrir son capital à un groupe quel qu'il soit? Bon, comme Sandrine le disait tout à l'heure, c'est parfois pour répondre à une problématique
de départ à la retraite avec pas forcément de solution pour racheter les parts d'un ou de plusieurs associés qui partent à la retraite. Ça peut être aussi parfois faciliter des séparations avec des associés qui ne sont pas arrivés à la fin de leur carrière professionnelle, mais qui ne s'entendent plus et ont des difficultés à continuer ensemble sans pouvoir pour autant se séparer en prenant les décisions nécessaires. Et puis en ayant peut-être l'argent aussi pour le faire, ou en tout cas en se mettant d'accord sur des prix. Certains également aussi rejoignent des groupes pour se doter de moyens et de moyens supplémentaires qui vont être mutualisés, qui vont être plus professionnalisés. C'est un moyen pour eux de pouvoir poursuivre et amplifier le développement de leur clinique, la rendre beaucoup plus attractive pour les recrutements et également pour accueillir des jeunes associés. Et puis aussi, c'est valoriser son patrimoine professionnel pour une revente à terme. Donc, en se regroupant, on escompte effectivement qu'il y aura une croissance et qu'on va se retrouver lorsqu'on vendra ses parts de sa société. Merci bien, Maître Renaud. Peut-être avant de passer à la question 5, Sandrine, Maître Renaud a évoqué les actions de préférence dans les SAS. On pourrait peut-être répondre à une question qui a été posée. Les vétérinaires qui sont associés de la clinique, qui ont des droits de vote et du capital majoritaire, mais qui n'ont plus de droits économiques. Du coup, la question qui est posée, c'est que valent réellement ces actions ? Que c'est la société holding qui détient le plus de droits économiques. Alors, il y a deux sujets. Le sujet que moi j'ai traité, c'est la levée de fonds, c'est-à-dire que vous faites rentrer un fonds d'investissement, un investisseur qui va de toute façon être minoritaire, mais également dans les droits économiques et financiers. Par contre, quand vous faites rentrer, effectivement, vous faites racheter par un investisseur, vous faites racheter par un investisseur, c'est sous-entendu, vous faites racheter la totalité des titres, enfin des droits financiers, mais par contre, effectivement, votre profession est très encadrée et donc oblige à ce que vous gardiez la majorité des droits, je dirais, juridiques. Voilà. C'est pour ça que vous gardez 51%. Mais effectivement… En effet, elle se comprend, comme tu le dis, Sandrine, avec les propositions de reprise qui sont faites par les groupes et où les groupes, effectivement, demandent à avoir des actions de préférence qui… bien qu'il n'ait acquis que 49% du capital, mais payé une valeur de 100%, leur assure 99% des droits à dividendes et des droits dans le patrimoine de la société. Donc, autrement dit, pour répondre à la question, les 51% qui restent, en général, si c'est ce montage-là dont il s'agit, n'ont plus vraiment de valeur, ou en tout cas, il y a des promesses qui sont en général conclues au moment de la reprise et qui évaluent ces actions au nominal. Voilà, tout à fait. Alors, après, il peut y avoir aussi, attaché à la rémunération, des compléments via des bonus, via des dividendes en fonction des résultats. Bon, bien sûr, ce n'est pas à la hauteur du pourcentage attendu, mais voilà, ça peut être des bonus complémentaires qui viendront s'ajouter à la rémunération. Mais effectivement, attention, je ne veux pas qu'il y ait de confusion. Là, on a traité finalement deux choses différentes. Moi, j'ai envie de dire, c'est des… pour moi, j'appelle ça des vrais minoritaires dans les deux sens du terme, c'est-à-dire juridique et financier. Là, effectivement, quand on est sur l'entrée, parce qu'on a revendu finalement notre groupe, c'est bien ça quand même la finalité. Bien sûr, vous gardez 51%, mais vous avez revendu. Là, effectivement, on est sur une valeur qui est vraiment dégradée, parce que je dirais… vous avez déjà vendu aussi vos titres. C'est ça. Effectivement, vous avez vendu et touché en général un chèque. Voilà, tout à fait. Donc, on ne peut pas… Voilà. Merci de tes précisions. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de faire la gymnastique entre tout ça. La question 5, c'est que peut-il se passer dans quelques années après la prise de participation du groupe ? Comment va évoluer tout ça ?
Alors, la question, elle est entendue si le groupe est revendu ou si le groupe qui a racheté reste en place, mais que lui-même a un nouvel investisseur dans son capital. Tout à fait. Alors, si effectivement on a, par exemple, choisi un groupe pour céder, dans notre hypothèse de tout à l'heure, les 49%, mais qui reviennent finalement à avoir vendu les 100%, c'est vrai qu'il est possible que ce groupe-là, à l'échelle de 5 à 7 ans, revende l'ensemble de ses participations à un autre groupe. C'est-à-dire qu'on aura choisi en 2021 un groupe, mais dont on n'est pas assuré qu'il restera le partenaire choisi à échelle de 5 ou 7 ans. Ce qui est proposé aussi parfois par certains groupes, c'est que les associés qui cèdent leurs 49% réinvestissent une partie de leur prix ou apportent une partie de leur part dans la société mère du groupe, de manière à réaliser également eux-mêmes à l'échelle de 5 ou 7 ans une nouvelle plus-value lorsque la société mère se vendra. Schématise, mais c'est effectivement des opérations qui peuvent se faire en plusieurs étapes. Peut-être que Sandrine veut Oui. compléter. Oui, alors effectivement, bon, quand vous êtes, donc là je reviens sur la levée de fonds par exemple, face à un fonds d'investissement qui est rentré de façon minoritaire, lui effectivement aura sa stratégie généralement effectivement à 5 ou 7 ans, peut-être plus long, hein, mais voilà. Et donc, c'est quoi sa stratégie? Ben, c'est ce qu'on appelle en fait, il voudra effectivement soit sortir, donc c'est ce qu'on appelle en fait dans le jargon de la levée de fonds un reclassement de titres, c'est-à-dire qu'il cédera sa participation, ou alors il voudra aussi, pourquoi pas, participer à ce qu'on appelle un deuxième tour de table, parce que vous êtes dans un plan de développement et vous avez peut-être l'opportunité, par exemple, de réaliser une croissance externe, un rachat de cliniques, de groupes de cliniques, et là, qui demandera effectivement une nouvelle levée de fonds, et ils participeront soit à ce deuxième tour de table, soit ils revendront. Voilà. Ce qui est important, et c'est vrai que là, Edith vous l'a précisé aussi tout à l'heure, moi je pense que tout doit être écrit au préalable, j'ai envie de dire, et tout doit être bien verrouillé dans le pacte d'associés. C'est-à-dire que dans le pacte d'associés, il faut effectivement, même déjà à ce moment-là, évidemment, envisager les cas de revente et de changement d'environnement capitalistique de l'actionnariat, par exemple, du groupe qui vous aura racheté. Et à ce moment-là, vous pouvez très bien dire, bah, notamment par rapport au contrat d'exercice libéral, ben, moi, je souhaite que ce contrat d'exercice libéral reste le même s'il y a un changement d'environnement capitalistique du groupe. Voilà. Ce qui est important aussi, c'est quand vous êtes en période de complément de prix, comme l'a dit Edith tout à l'heure, qui peuvent vous emmener dans un laps de temps de 7 ans. Ça veut dire que là, vous voyez, vous pouvez très bien être confronté, par exemple, à une revente de la prise de participation du groupe, alors même qu'il n'aura pas fini de vous payer votre complément de prix. Et là, effectivement, il faut bien verrouiller les choses au niveau juridique pour qu'il n'y ait pas, vous puissiez vous assurer des conditions de versement de ce complément de prix. Donc, généralement, on fait en sorte de verrouiller cela d'un point de vue juridique et financier, bien sûr. Oui. Je pense qu'il faut être très attentif, en effet, à la clause, enfin, au contrat d'exercice libéral qui peut paraître anodin au départ, oui. Mais je pense que dans le pacte d'associés, bon, la clause selon laquelle les associés qui ont 51% s'engageraient à sortir avec ceux qui ont 49%, elle ne sera pas négociable. Le groupe veut s'assurer
que les majoritaires en capital sortiront avec eux si il est besoin que 100% du capital soit vendu. Par contre, ce qui est très important, c'est surtout de regarder quels sont les cas de résiliation du contrat d'exercice libéral et en tout cas, ne pas accepter une clause selon laquelle le contrat serait résilié à partir du moment où la participation dans la société d'exercice serait cédée par la conséquence, la réalisation de la clause d'entraînement, la clause de sortie, parce que c'est quelque chose qui serait subi et pas à l'initiative du professionnel. Et ça, je pense qu'il faut la discuter et on voit bien les groupes l'entendre. Néanmoins, bon, d'un point de vue pratico-pratique aussi, souvent, on sait très bien quand même qu'on a une pénurie de vétérinaires. Un groupe, s'il s'intéresse à une société d'exercice, c'est aussi parce qu'il souhaite que les vétérinaires en place continuent d'y travailler et de la manager. Bon, néanmoins, on n'a pas de boule de cristal. On ne sait pas si à 5 ans ou 7 ans, le groupe qui va prendre la main de la clinique ne considérera pas que les gens sont payés trop cher, sont trop vieux et ainsi de suite, et profiterait peut-être pour faire un petit ménage. Bien, merci Edith sur cette remarque sur le ménage. On passe à la partie des questions. On a répondu à une première question en cours, question très intéressante de Michael, qui pose la question très légitime de qu'est-ce que ça vaut les 51% qui restent lorsqu'on a lâché 99% des droits financiers. Vous avez répondu que il resterait la valeur nominale, c'est-à-dire potentiellement pas grand-chose. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat de discussion. Il y a Laure qui a posé une question à Sandrine. Vous en avez parlé, Sandrine, mais très rapidement. Où est-ce que, par rapport à la levée de fonds, ces fameux investisseurs, où est-ce qu'on les trouve? A priori, ce n'est pas le même projet que dans une banque, donc a priori, ce n'est pas dans une banque. Vous avez parlé de banque d'affaires, mais peut-être vous pouvez préciser votre réponse, Sandrine. Alors, effectivement, c'est en fait le cabinet d'intermédiation qu'on appelle une banque d'affaires qui va vous aider au vu du montant que doit réaliser la levée de fonds, enfin qu'on doit aller lever, et puis la typologie du projet. Alors, bien sûr aussi par rapport à votre secteur d'activité, hein, vous avez des fonds d'investissement qui ont une appétence plus tournée vers la santé humaine et animale, bien sûr. Et donc, en fait, ce sont ces cabinets d'intermédiation, ce qu'on appelle des banques d'affaires. Alors, attention, ça s'appelle banque d'affaires, mais c'est banque d'intermédiation, en fait. Hein, ce n'est pas la banque traditionnelle de dépôt, qui va, en fait, vous aider à chercher les meilleurs investisseurs et fonds d'investissement qui concernent votre projet. Alors, la question, c'était aussi, est-ce qu'on peut se tourner vers un fonds d'investissement bancaire? Alors, effectivement, le cabinet d'intermédiation se tournera vers aussi des fonds d'investissement bancaires, puisque chaque réseau bancaire a ses propres structures de haut de bilan. Par contre, j'ai envie de dire ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, comme on dit, c'est-à-dire que si votre banque est, par exemple, je ne sais pas moi, la Banque Populaire, bon, peut-être pas aller chercher le fonds d'investissement de la Banque Populaire. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut chercher toujours à diversifier ses sources de financement. Voilà. Mais effectivement, les fonds d'investissement bancaires, notamment dans vos professions, sont, je dirais, aujourd'hui à même sur des projets, encore une fois, hein, significatifs, on est d'accord, sont à même de se tourner. Après, suivant, Charles, vous parliez tout à l'heure des startups, etc. Évidemment, là, on est sur des fonds d'investissement vraiment très spécifiques, techno, etc. Et là, c'est évidemment pas le sujet. Mais chaque fonds, évidemment, a sa spécificité, secteur d'activité ou typologie de projet. C'est bien, Sandrine, de cette réponse. Je pense qu'on va prendre la question aussi que Michael a continué de poser après celle qu'il avait posée
sur les actions des réseaux. Du coup, quand on propose à un vétérinaire X milliers d'euros d'actions d'un réseau, ça ne vaut pas grand-chose. Je ne suis pas certain que tout le monde en soit bien conscient. Je crois qu'il faut vraiment préciser ça parce que je pense que les réseaux, lorsqu'ils proposent des actions de leur réseau, ce n'est pas les actions de la clinique. Ce n'est plus les actions de la clinique. Je pense que Sandrine va répondre à tout ça précisément. Alors, et effectivement, vous avez la possibilité d'avoir accès en fait à des titres du groupe concerné qui vous rachète. Donc là, c'est différent. C'est-à-dire que vous vous mettez aussi, vous endossez une casquette aussi quelque part d'investisseur. Hein, puisque on va vous proposer, mais c'est qu'une proposition, on va vous proposer effectivement de pouvoir rentrer aussi au capital du groupe. Et ce groupe détient un ensemble de cliniques et donc en étant investisseur dans ce groupe, vous profitez de la croissance non seulement de la vôtre, mais surtout des autres aussi. Voilà. Mais en effet, c'est un niveau différent puisque les actions telles qu'on l'entend classiquement ne sont plus attachées aux droits financiers à l'échelle de la clinique, mais en montant au niveau du groupe, vous récupérez les droits financiers qui ont été acquis par ailleurs sur d'autres sociétés. Donc c'est vrai que c'est tout à fait. C'est pas le même niveau. Il est 13h59. Je ne vois pas d'autres questions, à moins que vous ayez d'autres questions à poser. On va essayer de respecter le timing. On vous remercie tous pour votre participation. Merci Jean-Jacques. Merci à Edith et Sandrine pour leur travail, pour ces 3 Ergon Café. Je pense qu'ils ont apporté beaucoup dans ces périodes très changeantes de réponses. Et puis, on a fini par des questions, vos questions. À très bientôt. Le forum Ergon, ça sera le 14 et le 15 octobre en région lyonnaise. Et donc, on espère vous y retrouver tous. Voilà, à très bientôt. Merci Elodie également pour l'organisation. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci Charles. Au plaisir.